Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante du paquebot France, un géant des mers et symbole du prestige français. Construit au célèbre chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, il est mis à l'eau en 1960 sous les yeux du président de la République, le général de Gaulle. Avec ses 314 mètres de long, le France est pendant 42 ans le plus gros paquebot du monde, un record inégalé jusqu'en 2004 par le lancement du Queen Mary 2. Il était surnommé le petit frère du Normandie et représentait toute la grandeur de la France gaulienne. Ce magnifique navire, dont le port d'attache était le Havre, commence ses traversées transatlantiques en 1962 pour la Compagnie Générale Transatlantique. Durant ses 12 années de service, il a relié les continents et fait des croisières inoubliables avant d'être désarmé en 1974 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Après son passage entre plusieurs propriétaires, il sera renommé Norway en 1979, puis Blue Lady en 2006, avant d'être finalement démantelé en Inde en 2009. Ce parcours captivant nous montre comment ce navire a marqué son époque, et je vous invite à rester avec nous pour découvrir plus de détails sur cette légende des océans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans la culture maritime. Prêt à embarquer ? Eh bien c'est parti. Avant le célèbre France, mis à l'eau en 1960, deux autres paquebots avaient déjà porté ce nom. Le premier en 1864 et le second en 1912. Le nouveau France, celui qui nous intéresse, est conçu pour être non seulement le plus long paquebot de son époque, mais aussi capable de naviguer à une vitesse impressionnante de 31 nœuds, ce qui lui permettrait de traverser l'Atlantique en seulement 5 jours, garantissant ainsi sa rentabilité. La construction du France est confiée au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, dans la même cale où le légendaire Normandie avait vu le jour. La pose de la première tôle de la quille a lieu le 7 octobre 1957. L'idée d'un petit frère du Normandie avait déjà été envisagée dès 1935 avec un projet nommé Bretagne, mais la Seconde Guerre mondiale avait stoppé ses ambitions. Le chantier de construction du France mobilise 1300 ouvriers sous la direction d'Alfred Lafont, avec l'appui d'Antoine Barthélemy, ingénieur général du génie maritime, et de Jean-Paul Ricard, ingénieur en chef de la partie technique. Ce travail colossal s'étale sur 4 ans, nécessitant pas moins de 7500 plans, dont 3295 spécifiquement pour la machinerie, ainsi que 42 000 de préfabrication. Les composants du France proviennent de différentes régions françaises. Le gouvernail, par exemple, est fabriqué au chantier de la Ciotat, les arbres d'hélice aux ateliers du Creusot, l'étambot coulé dans l'usine de Sceaux-du-Tarn et la mèche de safran est issue des usines Saint-Jacques à Montluçon. Le paquebot, de par sa taille, renferme un réseau impressionnant de 46 km de conduits de ventilation, ainsi que 100 km de tuyaux en acier et 160 en cuivre. La quille complète est installée à la mi-janvier 1958 et les éléments suivants sont fabriqués sous forme de blocs, pesant chacun entre 30 et 80 tonnes, avant d'être assemblés sur la quille puis soudés les uns aux autres. En octobre, 6000 tonnes de tôle sont posées, suivies de l'installation de l'étambot le 19 décembre. À la fin de l'année 1959, 20 000 tonnes de pièces ont déjà été assemblées, et le 24 novembre, le dernier élément de 31 tonnes y est intégré. Cependant, en mars 1960, la peinture de la coque commence, et le mât radar de 30 mètres est enfin posé le 3 mai, marquant une étape majeure dans la finalisation de ce géant des mers. Donc, après plusieurs années de préparation minutieuse et de travail acharné, le grand jour arrive enfin. Le lancement du France a donc lieu le mercredi 11 mai 1960, devant une foule impressionnante de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, dont certains avaient fait le déplacement par des trains et des avions spécialement affrétés pour l'occasion. Après des discours prononcés pour l'événement, le navire reçoit la bénédiction de Monseigneur Villepelé, l'évêque de Nantes, à 15h50. Pendant ce temps, des ouvriers s'affairent sous la coque pour retirer les cales qui maintiennent le navire en place, tandis que le commandant Georges Croisil supervise la manœuvre depuis le pont. Le grand moment arrive à 16h15, lorsque le paquebot est lancé, une demi-heure avant la pleine mer, afin de profiter du courant du flot qui entre dans l'estuaire de la Loire. Cette date a d'ailleurs été soigneusement choisie pour coïncider avec la première marée ayant une amplitude suffisante, et marque également le 15e anniversaire de la libération de la poche de Saint-Nazaire. Madame Yvonne de Gaulle, épouse du général, coupe le ruban, maintenant la bouteille de champagne, et le France glisse avec majesté sur les rampes de bois avant de pénétrer dans l'eau à une vitesse de 33 km/h. 7 minutes plus tard, 6 remorqueurs prennent le navire en charge et le dirigent vers la forme Joubert, d'où 4 autres remorqueurs l'escortent enfin jusqu'à son quai.
Le général de Gaulle prononcera même un discours mémorable, concluant par ces mots : « Et maintenant que France s'achève et s'en aille vers l'océan, pour y voguer et servir, vive le France et vive la France !» Après un lancement mémorable donc, le France entre dans la phase cruciale de son aménagement. Dans la forme Joubert, l'installation des divers équipements commence. Effectivement, l'installation débute avec le gouvernail de 74 tonnes et sa mèche de 29 tonnes, ainsi que les 4 arbres d'hélice de 53 tonnes chacun, le 18 juillet 1960. Cette phase s'étend également à la création des grands locaux, au cloisonnement des ponts, ainsi qu'aux installations électriques et de ventilation. La construction des cheminées s'achèvera le 11 mars 1961, marquée par la pose des ailerons caractéristiques. Ces ailerons d'ailleurs ont été spécialement conçus pour empêcher la fumée de se rabattre sur le pont en utilisant les vortex de bout d'aile. Une autre solution aurait consisté à opter pour des cheminées cylindriques, hautes et étroites, mais cette option ne s'accordait pas avec l'esthétique du bateau. Les ailerons, ayant été testés en soufflerie à l'ENSMA de Poitiers, permettent d'évacuer la fumée par les côtés. Au total, les cheminées pèsent 40 tonnes, dont 19 pour les ailerons et 2 pour le chapeau. Elles mesurent 15 mètres de haut, 19 mètres de long à la base et 9 mètres de large, tandis que l'envergure des ailerons atteint 19 mètres. En juillet 1961, le France entre une dernière fois en cale sèche pour l'installation des hélices à 4 pales, fabriquées par des fonderies marseillaises. Les hélices bâbord en cuivre pèsent 27 tonnes, tandis que celles de tribord, en alliage de cupro-aluminium, pèsent 25 tonnes. Chacune des hélices mesure à elle seule 5 mètres de diamètre et a été testée au bassin d'essai des Carènes de Paris. La décoration intérieure du paquebot est achevée et le 11 novembre 1961, les 8000 ouvriers des chantiers de l'Atlantique montent à bord pour admirer le résultat de leur travail. Le 19 novembre à 14 h, le France quitte Saint-Nazaire en direction du Havre, son port d'attache, où il effectuera ses essais en mer près de Belle-Île, basé sur la vitesse des Glénans. Son premier commandant restera le capitaine au long cours Georges Crozille. D'ailleurs, pour sublimer l'intérieur du France, de nombreux artistes de renom ont été sollicités afin de créer une atmosphère unique et raffinée. En effet, parmi les artistes qui ont contribué à cette décoration, on trouve notamment le peintre de la marine Jean-Pierre Allot, Yvonne Affen, Jean Drisse, qui a œuvré pour l'appartement Flandre par exemple, ainsi que Maxime Hold et Jean Bazaine. La Compagnie Générale Transatlantique a confié à Jean Méliodon la conception de la fontaine pour la piscine de première classe, tandis que Max Ingrand a également joué un rôle dans l'embellissement de cet espace. Le fumoir de première classe est orné d'une imposante tapisserie en 3 parties intitulée Les Phases du Temps, mesurant 17 mètres sur 4, et réalisée par Jean Picard Ledoux. Ce dernier est également l'auteur de 2 autres tapisseries destinées à des appartements de luxe. En plus de son esthétique raffinée, le France intègre un espace d'innovation technique qui le distingue dans le monde de la marine. En effet, il est équipé de superstructures en alliage léger d'aluminium, et sa coque presque entièrement soudée présente un léger bulbe d'étrave, à l'exception de quelques joints longitudinaux rivetés. Cela lui permet d'afficher un tirant d'eau relativement faible, de seulement 10 mètres lorsqu'il est à pleine charge. Son déplacement est inférieur à 25% de celui du Normandie, tout en ayant des dimensions similaires, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse impressionnante de 31 nœuds. Sa chaufferie est également novatrice, offrant une grande puissance à haute pression, soit 65 bars, et à haute température de 500 degrés Celsius, ce qui améliore considérablement son rendement. En effet, le France ne dispose que de 8 chaudières comparées aux 29 du Normandie, qui fonctionnaient à 28 bars et 350 degrés Celsius, entraînant une économie de combustible, donc le mazout, estimée entre 40 et 50%. Parmi d'autres innovations remarquables pour l'époque, on trouve 4 ailerons stabilisateurs de roulis, conçus par la société Provence de construction navale et industrielle. Ces ailerons sont regroupés par paires de chaque côté du navire et peuvent être rétractés dans un logement spécialement prévu dans les œuvres vives lorsqu'ils ne sont pas en service. Ils comprennent également 2 volets oscillants permettant un réglage précis de la force anti-roulis. Chaque cabine passagère, ainsi que les postes d'équipage, sont dotés de la climatisation, alimentés par 102 climatiseurs Westinghouse, un luxe considéré comme exceptionnel à cette époque. Ainsi, le France arrive finalement au Havre le 23 novembre 1961, annonçant le début de son aventure maritime. Après une deuxième série d'essais en mer en décembre et une courte escale à Southampton, il est inauguré le 11 janvier 1962 en présence de Michel Debré, alors Premier ministre, et d'autres ministres, dont Valéry Giscard d'Estaing. Le 13 janvier, le navire accueille le bal des Petits Lits Blancs. Le 19 janvier 1962, à 23 h,
le France quitte le port pour sa croisière inaugurale avec 1705 passagers à son bord, parmi lesquels Yvonne de Gaulle, marraine du navire, le chanteur Tino Rossi et le fantaisiste Jean Rigaud. La croisière le conduit à Santa Cruz de Tenerife, aux îles Canaries, avec une escale le 22 janvier. Lors de son retour, le 26 janvier, il croise le paquebot Liberté qui l'avait accueilli à son arrivée et qui se dirige vers les chantiers de démolition de la Spezia en Italie, ayant également eu pour commandant Georges Croisille. Après une escale à Southampton, la croisière du France se termine au Havre le 27 janvier. Ainsi, après plusieurs essais et une croisière inaugurale couronnée de succès, le France se prépare pour sa véritable traversée transatlantique. Cette première traversée a lieu le 3 février 1962, avec à son bord 1806 passagers, dont 580 en première classe et 1226 en classe touriste. Des milliers de Havrais se rassemblent sur les quais pour assister à ce départ historique vers New York. Propulsé par une puissance de 160 000 chevaux, le voyage dure 5 jours, dont 4 se déroulent dans des conditions difficiles. À son arrivée dans la rade de New York le 8 février 1962, le France est accueilli par une grande parade de remorqueurs, de bateaux-pompes et d'embarcations privées, ainsi que par quelques hélicoptères et même des avions. Lors de sa remontée de l'Hudson, il est salué par une foule massée sur les rives, et le paquebot reste amarré au quai 88, où une exposition mettant à l'honneur la gastronomie française y est organisée. François Reichenbach documente cette traversée dans un film intitulé Week-end en mer, sorti la même année. Tout au long de sa carrière, le France accueillera de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Jackie Kennedy, Grace Kelly, Alfred Hitchcock, James Stewart, Bourvil, Belmondo, Louis de Funès, Alain Delon, Johnny Hallyday et même la Joconde, transportée dans une cabine spécialement aménagée et sécurisée. Cependant, à partir de 1965, le France commence à enregistrer des pertes financières exacerbées par plusieurs facteurs indépendants de la volonté de la compagnie. En effet, l'année 1965 est marquée pour la première fois par des revenus inférieurs du France à ses dépenses, une situation qui est d'ailleurs aggravée par les grèves et les événements de mai 1968 qui entraînent des augmentations de charges significatives. La mise en service du Queen Elizabeth II, par exemple, en 1969, lui impose une concurrence sérieuse. Cette même année, le paquebot américain United States, qui détenait le ruban bleu, est désarmé en raison de sa non-rentabilité. La dévaluation du dollar en 1973 accentue les pertes financières de la Compagnie Générale Transatlantique. De plus, les hausses du prix du mazout consécutives au premier choc pétrolier de 1973, combinées à la réduction des subventions d'État qui compensaient le déficit, détériorent encore plus la situation, alimentant les rumeurs de désarmement, surtout après le deuxième tour du monde du paquebot. En 1974, le paquebot transatlantique est devenu un moyen de transport en déclin, une tendance qui s'est amorcée plus de 10 ans auparavant. Le nombre de passagers continue de diminuer après un âge d'or dans les années 50 qui prend fin avec l'arrivée des premiers avions à réaction tels que le DC-8 et le Boeing 707. L'incertitude persiste quant au possible désarmement du navire avec une réunion interministérielle prévue sur le sujet en avril 1974. Cependant, la mort de Georges Pompidou le 2 avril bouleverse la situation et Valéry Giscard d'Estaing, candidat à la présidence, promet de maintenir le navire coûte que coûte en service durant sa campagne. Néanmoins, cette promesse est vite oubliée après son élection et le nouveau gouvernement de Jacques Chirac décide le 1er juillet de cesser de couvrir les pertes de la Compagnie Générale Transatlantique. Le 8 juillet, celle-ci annonce que le France sera désarmé à la fin de la saison, soit le 25 octobre, ce qui suscite de nombreuses réactions, dont la formation de comités de soutien et la signature de pétitions en défense du navire. Au Havre, des manifestations de soutien se tiennent, avec des passagers occupant le navire par solidarité avec l'équipage. Malgré cela, la Transat prévoit 2 dernières traversées, le Havre-New York du 11 au 17 octobre et New York-Cannes du 18 au 25 octobre, attirant de nombreuses réservations, bien que la célébration de la fin du France au champagne soit perçue comme une provocation. Le 19 janvier 1974, une manifestation dirigée par Henri Krasuki, délégué national de la CGT, et André Duroméa, maire du Havre, retarde l'appareillage de 8 heures avec un départ finalement prévu à 21h05. Le 11 septembre 1974, le France fait son retour au Havre après un voyage à New York. Mais la tension est palpable parmi l'équipage. Une mutinerie inattendue se prépare, marquant un tournant décisif dans l'histoire du paquebot et révélant la profonde division au sein du personnel. En effet, le mercredi 11 septembre 1974, le France approche du Havre après son voyage retour de New York. À 21h06, une délégation de 50 à 60 membres de l'équipage, dirigée par Marcel Rollin,
président du comité intersyndical et garçon de cabine, se rend à la passerelle pour s'entretenir avec le commandant Christian Petry. Bien qu'un mouvement social et une mutinerie aient été anticipés, la manière dont la mutinerie se déroule en mer prend tout le monde de court. Initialement, une action de grande envergure était planifiée pour le dernier voyage, mais un groupe d'une centaine de salariés plus déterminés semble avoir précipité les événements. Les rivalités internes entre la CFDT et la CGT, ainsi que les incertitudes concernant l'avenir de l'équipage, qui serait classé sur d'autres navires de la compagnie Générale Maritime, tandis que le personnel de cabine risquait le licenciement, ont sans doute joué un rôle crucial. Bien que les renseignements généraux aient eu connaissance d'une action potentielle des marins, ils n'étaient pas en mesure de déterminer la date exacte. De plus, des représentants syndicaux se sont rendus à Southampton sans organiser de réunion générale, tandis que le personnel de restauration portait une tenue noire en signe de deuil. Des ordres contradictoires parviennent à la salle des machines, mais la vitesse du navire diminue rapidement tandis que des alarmes retentissent dans les compartiments techniques. Le bateau pilote, l'Alexandre, ne parvient même pas à accoster et d'autres mutins s'introduisent dans les machines. Marcel Rolin demande alors au commandant de diriger le France vers l'entrée du port et de mouiller entre les bouées 9 et 12 pour bloquer son accès, tout en informant les passagers de l'opération en cours baptisée « Amener les oranges ». C'est un événement sans précédent pour un navire à l'entrée du port, même si le Provence avait déjà été immobilisé à quai pendant 48 heures en décembre 1965 pour protester contre sa vente avec 500 passagers à bord. À 23h50, le commandant rassure les passagers et à minuit, la délégation confirme qu'elle ne s'opposera pas à leur débarquement. La passerelle et la salle des machines sont alors évacuées. Le lendemain, le 12 septembre à 9h10, le ferry Viking 3 de la compagnie Tonsi Torensen accoste le France pour transborder les passagers via une coupée. Les remorqueurs Abeille 26, Abeille 27 et Abeille 28 sont chargés de transférer les bagages à terre. Le débarquement des 1268 passagers s'achève à 16h15 sans incident. Alors que le ferry s'éloigne, les passagers massés sur la plage arrière chantent « Ce n'est qu'un au revoir » et s'exclament « Vive le France ». La grève se poursuit à bord pour les 964 membres de l'équipage et du personnel de cabine. Les marins grévistes établissent un gouvernement de bord ou de crise avec Rolin en tant que Premier ministre et publient un journal quotidien intitulé « Le ou la France en rade » tout en tenant un conseil des ministres chaque matin. Les officiers, quant à eux, refusent de participer au mouvement. Les mutins réalisent que le commandement a fait mouiller le navire hors du chenal pour garantir le passage des autres navires arrivant au port du Havre par souci de sécurité. Sur la terre ferme, les négociations avec les syndicats prennent du temps à s'engager. Jacques Chirac, alors Premier ministre, rencontre des membres de la compagnie et confirme fermement la cessation d'exploitation du navire, annulant les voyages suivants prévus. Il organise également un blocus maritime du navire par la Marine nationale, visiblement pour éviter une expérience d'autogestion similaire à celle vécue à Lille. La Compagnie Générale Transatlantique dépose une plainte contre les mutins, plainte qui sera retirée en décembre à la fin du mouvement. André Duroméa met en place un comité de défense du paquebot, rassemblant 31 organisations du Havre et 40 000 personnes signent une pétition adressée au président de la République. Des manifestations en soutien à l'équipage mutiné se tiennent le 12, 20 et 28, mais ne rassemblent pas plus de 3000 personnes. Le gouvernement, toutefois, est préoccupé par d'autres événements, notamment une prise d'otage à La Haye, le 13, et un attentat à Paris le 15. Le conflit s'intensifie. Le maire du Havre rend visite aux mutins à bord d'une vedette, malgré l'opposition du sous-préfet. Une grève générale est lancée dans toute la marine marchande française les 16 et 17 septembre. Bien que la grève soit parfaitement suivie le premier jour, cette grève s'effondrera rapidement. Le 18 septembre, la compagnie transatlantique annule officiellement les voyages restants. Une barge pétrolière ravitaille le France le même jour, laissant présager un conflit durable. Un problème de ravitaillement en vivres se pose cependant. Bien que le Transat refuse d'envoyer des provisions, un chalutier, le Saint-Joseph, tente d'apporter 500 kg de tomates, 3 tonnes de pommes de terre et 800 kg de carottes, soutenues par diverses organisations, composées de dockers, ouvriers et secours populaires. Le chalutier est alors bloqué, mais une manifestation à la sous-préfecture pousse finalement la Transat à accepter le ravitaillement. La première personne à quitter le navire est un garçon d'hôtel, Michel Duchemin, qui se jette à l'eau, mais est rapidement secouru par les bateaux du blocus. Le 23 septembre, le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, propose un plan pour reconvertir le France en un paquebot de loisirs. En parallèle, le même jour, des vents forts se lèvent, obligeant à mouiller avec une deuxième ancre. Avec des vents atteignant entre 8 et 10 nœuds,
Le navire appareille le 24 septembre au matin, s'éloignant à 2 miles au large de Saint-Valahougue, à l'abri de la péninsule du Cotentin. La diminution des réserves de mazout limite donc sa capacité de navigation à aller plus loin, ou même l'oblige à rester dans la rade du Havre. Mais, à Saint-Va, un patrouilleur de la Marine nationale empêche tout bateau de s'approcher à moins de 100 mètres, isolant ainsi le France qui ne peut revenir au Havre à cause de 2 bouées mouillées à son ancien emplacement. Alors que le moral diminue et que les défections s'accumulent, les responsables syndicaux rencontrent ceux de la Compagnie Générale Maritime le 4 octobre et parviennent à un accord permettant aux marins de regagner le Havre après 23 jours de conflit. Le France quitte donc Saint-Va le 9 octobre avec 540 hommes encore à bord et revient au Havre où moins de 800 personnes sont présentes pour accueillir les lutins. Un groupe résistant de 121 grévistes continue cependant d'occuper le paquebot jusqu'au 8 décembre. Lorsque ceux-ci quittent finalement le navire, celui-ci est remorqué dans l'arrière-port. Ainsi, après une période de tension et de conflits maritimes, la situation du France prend un tournant décisif à la fin de 1974. Le 19 décembre 1974, le France est remorqué donc au quai Johannes-Couvert, dans le canal central situé dans la zone industrielle du Havre par 4 remorqueurs. Il est amarré à proximité des complexes pétrochimiques et y restera pendant 4 ans et demi, un emplacement qui sera surnommé le quai de l'oubli, ou le quai de la honte. Le commandant Christian Pétré quitte le navire le 21 décembre, laissant seulement 40 membres d'équipage à bord pour maintenir une chaudière en fonctionnement, afin d'assurer un minimum de chauffage et d'éclairage. Cet abandon marque également la fin des traversées transatlantiques depuis le Havre et entraîne de nombreuses suppressions d'emplois, malgré les promesses de reclassement de la CGM. Au total, 2500 emplois seront directement supprimés en raison du désarmement du France, tandis que des milliers d'autres sont menacés indirectement. L'entretien, le gardiennage et les frais de port continuent cependant à eux de coûter environ 200 000 francs par mois, et la dernière chaudière est donc arrêtée le 29 avril 1975. À ce moment-là, 6 personnes demeurent à bord pour assurer sa surveillance, pendant que l'électricité y est raccordée directement depuis le quai. Durant les 4 années qui suivent, le France ne quittera le quai de l'oubli qu'une seule fois, le 6 mai 1975, lorsqu'une tempête casse ses amarres et le fait se retrouver au travers du chenal. Le navire fait régulièrement l'objet de l'actualité. Par exemple, Michel Sardou écrit et interprète la chanson « Le France », qui se vend à 500 000 exemplaires en 2 semaines et en atteint près d'1 million au total. De plus, le 17 octobre 1975, environ 50 grévistes d'Atochimie montent à bord pour déployer leurs banderoles, tandis que d'autres grèves et manifestations utilisent le France comme symbole. Chaque année, des visites y sont organisées, attirant entre 50 000 et 60 000 visiteurs. Le quai de l'oubli devient ainsi un lieu de promenade et le France se transforme en emblème d'une ville et d'un pays en crise. Plusieurs propositions de réutilisation du navire émergent, notamment celle de Michel Crépeau, le maire de La Rochelle, qui suggère de l'amarrer entre l'île de Ré et la Palisse pour en faire une maison de retraite pour marins. Un chirurgien parisien propose de le transformer en navire-hôpital au large du Liban, alors en pleine guerre civile, tandis qu'une idée d'école hôtelière itinérante émerge également. Des propositions plus concrètes incluent la vente du navire à une société de loisirs pour le convertir en navire de croisière ou alors en hôtel flottant. Marcel Rossi, un musicien et propriétaire de boîte de nuit marseillais, crée un comité de sauvegarde du paquebot avec l'objectif de le transformer en centre de loisirs flottant et en casino amarré face au port de l'Estac à Marseille. Le projet le plus sérieux vient quant à lui de la ville de Montréal qui envisageait d'utiliser le France pour les Jeux Olympiques d'été de 1976, mais celui-ci échouera. En novembre 1976, le France est mis en cale sèche pendant quelques semaines pour enlever les algues et coquillages accumulés sur sa coque avant de retourner à son quai de l'oubli. Alors que le paquebot France demeure immobilisé et symbole d'une époque révolue, un tournant se profile à l'horizon. Effectivement, les négociations autour de son avenir prennent une nouvelle direction, marquant le début d'une nouvelle aventure pour ce géant des mers. Le 24 octobre 1977, le France est finalement acquis par Akram Hodje, un homme d'affaires saoudien pour la somme de 80 millions de francs. Bien qu'il déclare avoir agi pour protéger le navire des ferrailleurs, le France reste à l'arrêt. Le 25 juin 1979, l'armateur norvégien Knut Ulstein Kloster, propriétaire de la Norwegian Caribbean Line, négocie l'achat du navire pour 77 millions de francs. Il annonce alors que le paquebot sera rebaptisé Norway et mis en service avec une configuration permettant d'accueillir davantage de passagers et un équipage réduit à moindre coût. Malgré plusieurs dispositions, les chantiers navals du Havre échouent à obtenir l'appel d'offres pour la transformation du navire, et son départ est prévu pour le 15 août 1979 en direction de Bremerhaven,
en Allemagne. Après plus de 4 ans à quai, le navire était devenu un symbole de la crise au Havre, où une grève générale transforme la ville en désert. Ce jour-là, les Havrais manifestent et bloquent l'écus François Ier pour retenir le remorqueur Abeille-Provence, soutenu par l'équipage solidaire. Les manifestants seront vite délogés par les CRS pendant la nuit, mais les remorqueurs ne sortent pas. La situation se tend, et l'armateur fait appel à 2 remorqueurs néerlandais pour permettre au navire de partir le 17 août, mais une tempête retarde son départ d'une nuit supplémentaire. Finalement, le 18 août 1979 au matin, le Norway quitte le Havre, remorqué par l'Abeille-Provence. L'émotion est palpable parmi les spectateurs qui assistent au départ en silence, ne réagissant pas aux 3 coups de sirène traditionnels du paquebot. Le navire est alors admiré tout au long de son passage le long des côtes françaises. Après son départ du Havre, le Norway poursuit son parcours vers une nouvelle vie. Le 22 août 1979, le France, désormais appelé le Norway, arrive à Bremerhaven et entre en cale sèche chez Hapag-Lloyd pour des travaux de transformation qui s'étendront sur 32 semaines. L'appareil propulsif avant est retiré et l'arrière du navire est entièrement automatisé. Les hélices avant sont également enlevées, ce qui ramène la vitesse de croisière entre 16 et 18 nœuds et la consommation à 228 tonnes de mazout par jour. De plus, les ponts arrière sont agrandis et une discothèque ainsi qu'un casino y sont aménagés. L'architecte naval danois Tage Wanborg est chargé de réviser l'aménagement intérieur. Seules quelques cabines, la bibliothèque, la salle de jeu pour enfants, le salon de coiffure et le restaurant versaillais sont conservés de l'ancien France. À l'extérieur, le Norway est repeint en bleu. Il appareillera finalement le 15 avril 1980 pour des essais en mer, atteignant Oslo en Norvège le 2 mai, où il est présenté au roi Olaf V lors d'une visite marquée par un grand feu d'artifice. Il se rend ensuite à Southampton, en Angleterre, pour sa première traversée transatlantique sous son nouveau nom. Cependant, alors que certaines cabines ne sont pas encore terminées, une inondation se produit à bord, entraînant l'annulation de la croisière inaugurale. Après réparation, le Norway rejoint Miami en Floride, où il établit son nouveau port d'attache américain. Au fil des années suivantes, il effectuera des croisières d'une semaine dans les Caraïbes, transportant 1890 passagers et 790 membres d'équipage. Alors que le Norway continue son évolution, des transformations majeures s'annoncent pour le navire dans les années 80. Ces améliorations visent à moderniser ses équipements et à rehausser l'expérience de croisière. En effet, en avril 1982, le Norway revient à Bremerhaven pour subir de nouvelles modifications, incluant le remplacement des hélices par des nouvelles à 4 pales, l'ajout d'une ancre d'embossage, la rénovation de 650 cabines, ainsi que l'installation du téléphone par satellite. En septembre 1987, des améliorations supplémentaires sont apportées, notamment la modernisation de la propulsion et la rénovation du théâtre. De nouvelles cabines, une boutique et des salles de conférence sont également ajoutées. Suite à des changements dans la législation norvégienne, le navire est enregistré sous pavillon des Bahamas, un pavillon de complaisance permettant d'embaucher des marins provenant de pays à faible coût de main-d'œuvre. Cette diversité de l'équipage, comprenant des employés civils et des marins de 25 nationalités différentes, permet au Norway de bénéficier du pavillon de l'ONU. À 2 reprises, le Norway est symboliquement renommé France pour des croisières thématiques à la française, avec la participation de chefs renommés tels que Paul Bocuse, Joël Robuchon ou encore Ginette de Lève-le-Noir. La première croisière, qui se déroule du 1er au 10 décembre 1989, connaît un grand succès, tandis que la seconde de l'année suivante attire une attention plus mitigée. Du 3 septembre au 3 octobre 1990, le Norway retourne encore une fois à Bremerhaven pour des transformations notables sur sa structure extérieure. 2 ponts préfabriqués sont ajoutés au-dessus des anciens pour créer 124 cabines de luxe, les cheminées sont démontées puis replacées sur les nouveaux ponts, et l'arrière du pont des embarcations est redessiné. Le navire est désormais capable d'accueillir 2560 passagers et 950 membres d'équipage. Le 10 septembre 1996, le Norway fait son retour au Havre en provenance de New York après 17 ans d'absence. Le lendemain, il entre dans la forme King George V à Southampton pour y subir les dernières transformations. Modernisation des cabines, réaménagement des magasins et remplacement des cheminées qui évacuent désormais la fumée par une tuyauterie verticale plus efficace. À l'issue de ces nombreuses transformations et de ces croisières, le Norway connaîtra un destin tragique, marqué par des événements dramatiques et des décisions administratives. La suite de son histoire nous révèle les péripéties qui l'ont conduit vers une fin controversée et à la fois symbolique. Le 25 mai 2003, le paquebot subit de graves dommages à la suite de l'explosion de l'une de ses 4 chaudières à Miami, entraînant même la mort de plusieurs membres d'équipage. Remorqué,
il quitte la Floride le 4 juillet 2003 en direction de Bremerhaven, où il arrive le 24 juillet pour réparer son système de propulsion. Bien qu'il soit en bon état général après 41 ans de service, une tempête sur la mer du Nord pendant l'hiver 2003 endommage le Pride of America, le dernier navire de la compagnie NCL, ce qui ruine les espoirs de retour en mer pour le Norway. Amarré au Kaiserhafen 3 de Bremerhaven, il quitte le port le 23 mai 2005 avec l'aide de 5 remorqueurs et se dirige vers Port Kelang, un grand port malaisien situé à environ 100 km de Kuala Lumpur, où il attendra son destin. Revendu à un ferrailleur indien nommé Sanjay Mehta, il est baptisé Blue Lady à la fin de janvier 2006. Le 16 février 2006, le gouvernement bangladais interdit son démantèlement en raison de la présence d'amiante, suite à une décision du Conseil d'État français qui obligeait Paris à rapatrier le Clemenceau, également destiné à la démolition en Inde. Le 2 août 2006, la Cour suprême indienne autorise finalement le démantèlement du paquebot en Inde, et le 14 août, le Blue Lady est amarré devant la plage d'Alang pour y être démoli. Prévu pour commencer en mars 2007, le pompage de l'huile et du fioul à bord ne débute finalement que le 13 mai 2007, sous la supervision d'experts de l'État du Gujarat. Le navire échoué pendant presque un an est devenu inapte à naviguer malgré 2 projets de reprise, dont une proposition de le transformer en hôtel-casino près de Honfleur. Le 11 septembre 2007, la Cour suprême indienne donne son accord pour le démantèlement qui prendra près de 2 ans en raison du pillage dont il a été victime lors de son passage en Malaisie. Jacques Dworskas, un aventurier et amateur d'art, achète près de 500 pièces du paquebot en Inde, dont le nez, une section de l'étrave haute de 3,51 mètres et pesant plus de 4 tonnes. Ces pièces sont mises aux enchères chez Articurial à Paris les 8 et 9 février. Le nez est acquis pour 273 000 € par une société immobilière de Deauville, dont le promoteur, Jean-Pierre Véron, prévoit de l'installer dans son projet Blue Bay. En attendant, cette pièce est confiée à Didier Spade, armateur et entrepreneur du projet d'un nouveau paquebot France, qui en est le dépositaire de 2009 à 2017, et elle est exposée sur le port du Grenelle, à Paris. Le nez fera l'objet de diverses saisies-ventes, Jean-Pierre Véron ayant été condamné pour des programmes immobiliers. En mai 2017, il est finalement acquis aux enchères pour 171 600 €, sous préemption du ministère de la Culture au bénéfice de la ville du Havre. Depuis le 26 septembre 2018, le nez du paquebot est installé au Havre, son port d'attache historique, face au siège du grand port maritime, après avoir été reconditionné dans ses couleurs d'origine. Cette conclusion contraste avec la transformation du Queen Mary en musée flottant à Long Beach, en Californie, et celle du Queen Elizabeth II en hôtel de luxe à Dubaï. Le France, devenu Norway puis Blue Lady, incarne bien plus qu'un simple paquebot. Il représente un héritage maritime chargé de souvenirs et d'émotions, un symbole de l'âge d'or des transatlantiques qui a transporté des générations de voyageurs à travers les mers. Sa silhouette majestueuse, maintenant ancrée au Havre, évoque non seulement la beauté intemporelle de l'architecture navale, mais aussi les rêves et les espoirs d'une époque révolue. En célébrant la mémoire du France, nous honorons la contribution à notre patrimoine collectif et rappelons que derrière chaque navire se cachent des récits de vie, de passion et de découverte. Que le souvenir du France continue de flotter dans nos cœurs, une ode à la beauté et à l'aventure maritime, un appel à préserver l'esprit des mers pour les générations futures. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire du France et de ses transformations. Votre intérêt pour ces récits maritimes contribue à préserver cette mémoire. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un j'aime, cela nous motive à continuer à partager ces histoires fascinantes. Et si vous souhaitez embarquer avec nous pour d'autres aventures et découvrir encore plus de récits passionnants, pensez à vous abonner à notre chaîne. Merci encore et à très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.